C'est ouvert. Bonsoir à tous, vous nous entendez? Oui, Très bien, oui. oui, oui. Parfaitement, oui. Ah bah, super. Alors, Oui, très bien. on va commencer. Fanny va continuer à faire entrer du monde. Là, il y a à peu près une soixantaine de personnes et il y en a 140 d'attendus. D'inscrits en tout cas. Waouh. Génial. Donc, bonsoir à tous et merci d'être connectés. Donc voilà, on se le disait en aparté, c'est le 5e webinaire. Ça a commencé en 2020. Et puis, c'est un temps fort et important de cette mission qu'on se donne tous. Vous le savez, la date, elle n'est pas choisie au hasard, hein. C'est le lendemain de la Journée mondiale de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Tout à fait. Et, et donc, ce moment, il est bien évidemment ouvert à tous, parce que ce sujet-là, il doit être partagé largement, et c'est aussi un des enjeux du travail qu'on se donne, c'est qu'on arrive à infuser et à porter la bonne parole, les bons outils et la bonne méthodologie. Si vous voulez savoir un peu plus ce qu'on développe, nous, au Comité régional olympique et sportif de la région Sud, bah, c'est évidemment Fanny, la spécialiste qu'il faut contacter. C'est notre chargée de mission éducation citoyenneté. C'est vrai que je ne me suis pas présenté, pardon. Donc Sacha Prin, vice-président en charge de l'éducation citoyenneté au Comité régional olympique et sportif. Je succède sur ce mandat à Marie-Pierre Nantin, qui était la précédente vice-présidente sur cette mission ô combien importante. Déjà, une pensée et un mot de soutien pour toutes les victimes. On le sait, il y en a encore beaucoup, il y en a toujours trop. Et en plus, on sait aussi que, et ça va être un des sujets de cette soirée, que les chiffres que nous avons des signalements, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et c'est pour ça que la libération de la parole est un sujet à part entière. Pour pas prendre plus de temps, je vais passer la parole à Fanny, qui va vous présenter rapidement le déroulé de la soirée. Merci, merci Sacha, et merci pour cette transition. Je reviens tout de suite sur les chiffres qu'il a évoqués tout à l'heure en vous partageant cette slide. Alors cette slide, moi je ne l'ai pas inventée, elle vient de la cellule Signal Sport, hein. Et elle dit quoi? Elle dit que sur les 5 premiers mois de l'année, Signal Sport a transmis 327 signalements en enquête administrative, impliquant 357 personnes mises en cause, avec 13 arrêtés d'urgence. 56% de ces faits concernaient les violences sexuelles et seulement 5 des signalements étaient liés au handicap. Oui, vous avez bien entendu, sur les 327 signalements, seulement 5 concernaient les personnes en situation de handicap. Le profil des victimes est frappant. 69% sont des femmes, 65% sont des mineurs. On peut donc dire que le combat n'est pas fini, qu'il ne fait que commencer. Et c'est précisément pour donner un visage à ces réalités que nous faisons appel chaque année à des témoins et des experts de qualité. Comme chaque édition, nous vous proposons des intervenants de grande qualité qui, le temps d'une soirée, partagent leur savoir et leurs témoignages. Cette année, on a souhaité faire évoluer le format. Chaque année, on le faisait un petit peu en descendant, où chaque intervenant donnait son savoir et apportait son savoir. Là, on a souhaité un peu changer les choses et organiser 2 tables rondes différentes. La première table ronde concernera vraiment, on l'a appelée Briser l'omerta. On aura Christophe Carayan comme intervenant et Laurent Bonvalet. La deuxième table ronde concernera des outils concrets pour agir. Et cette année, on a la chance, pareil que pour la première, on a la chance d'avoir Mona Pantel avec nous et Amy Nguyen. Mais avant de commencer ces échanges, vous êtes très nombreux chaque année à nous demander comment vont les victimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chaque année, c'est des victimes qui témoignent
Et bien souvent, au cours de l'année, vous me demandez des nouvelles d'elles, ce qu'elles deviennent, ce qu'elles font, et comment elles vont. Eh ben, cette année, je suis ravie de donner la parole de nouveau à Nadine Poncept, qui était intervenue sur notre webinaire en 2023 pour nous raconter son témoignage. Et Nadine, ben, je te demande en direct et devant tout le monde, comment tu vas? Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et tous. Merci de m'avoir invitée à ce webinaire. Malheureusement, je vais avoir un passage un peu éclair parce que j'enchaîne sur une réunion derrière. Rapidement, on va dire que je suis passée d'un statut de victime à une vraie mission, puisque pour rappel, j'ai entrepris en 2023 la réalisation de la traversée de la Méditerranée entre le continent et la Corse en kitesurf pour faire parler de la cause, tout simplement, pour faire un appel aux dons, puisque c'était un projet qui était soutenu par la Fondation des femmes. Et s'est intéressé à ce projet Patrick Chevalier, qui est producteur de Juva Prod, et Marie Lopez Vivanco, la réalisatrice, qui ont réalisé donc un film documentaire qui retrace en fait à la fois mon histoire, mon parcours de vie, qui met en lumière aussi toute la place que le sport a aussi dans la reconstruction, dans le chemin de la résilience. Donc ça, c'est très important. Et ce documentaire est un véritable outil que maintenant, depuis 2 ans et demi qu'il est sorti, ce film fait l'objet de diffusion, donc qui est à l'initiative à la fois de collectivités, de dirigeants d'associations, de comités départementaux, comités régionaux, etc., d'élus, pour à la fois inviter soit des organisateurs d'événements, soit des dirigeants de clubs, et également des administrés, tout simplement pour que derrière la parole se libère, puisqu'il y a un phénomène d'identification par rapport à un statut de victime dont j'ai été. Et du coup, à l'issue de ces débats, on constate aujourd'hui avec une très grande surprise, et j'en suis plus que ravie, que ces victimes osent sortir de l'ombre, puisqu'on a quasiment systématiquement des dépôts de plainte. On a des personnes qui ont la parole qui se libère, même parfois publiquement. Donc on sait que c'est déjà une amorce sur le chemin de la reconstruction. C'est aussi donner des moyens sur le plan local de tout ce qui existe en matière de prévention, d'organisation, que ce soit la Maison des femmes, que ce soit les assistantes sociales dans les commissariats, les gendarmeries, etc. Donc je dirais que tout le monde a vraiment un rôle à jouer dans ce rôle au niveau de la prévention. Et puis également, depuis quelques temps, j'interviens aussi, là j'étais encore sur Bordeaux mardi matin, j'interviens auprès des scolaires, donc sur les classes de 3e et puis sur les lycées. Donc vous savez qu'ils sont tous l'obligation dans les établissements de faire de la prévention. Et les élèves sont extrêmement sensibilisés, posent énormément de questions. Donc on voit que aujourd'hui, ce fléau est un véritable enjeu de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que moi, je suis éducatrice sportive en sport santé, sport adapté. Je travaille avec les maisons de santé. On fait du dépistage statistique. Et aujourd'hui, l'Observatoire au niveau de la santé montre que malheureusement, toutes les personnes qui sont victimes de phénomènes de violence sont des sujets qui multiplient le risque de maladies métaboliques, de cancer, etc. Donc voilà, donc les choses avancent. Je suis ravie d'avoir aussi apporté une pierre à l'édifice. Donc il y a ce film qui est un véritable outil. Donc je pense que Fanny va vous transmettre tout ça dans les liens, parce que je pense qu'il faut en profiter. Le film est magnifique, il retrace aussi des belles images. On n'est pas dans le pathos, on est aussi dans... voilà, il y a une situation, il y a des phénomènes, il y a des épreuves qui sont difficiles à surmonter, mais on y arrive. Il y a un bout de tunnel, il y a aussi le bonheur qui existe, il y a aussi des belles choses, il y a aussi des belles personnes. Et c'est aussi ça c'est en fait le sport, il a aussi toute sa place. Voilà. Donc j'ai essayé d'être faire le plus court possible, Fanny, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses ce soir. Mais n'hésitez pas, en tous les cas, elle vous laissera mes coordonnées. Donc si vous souhaitez rentrer en contact avec moi et que je vous donne plus d'informations,
sur le sujet. En tous les cas, voilà, plein de messages d'espoir. J'ai passé 10 ans de ma vie dans un épais tunnel noir et la vie, elle se poursuit, la vie, elle continue et c'est plein de messages d'espoir aussi pour tout le monde. Merci Nadine pour ce que tu nous passes comme message positif et c'est vrai que de dire que la vie, même si elle a été très dure, elle continue et il peut y avoir des choses merveilleuses par la suite. Donc, je te souhaite une bonne continuation et de continuer à t'épanouir. Eh ben, Merci encore pour ce soir. Je vous remercie à tous et puis bon webinaire. Moi, j'enchaîne sur une réunion et je pense qu'on aura un lien pour revoir peut-être la suite, Fanny. Oui, tout à fait. Le replay, le webinaire est enregistré. Ah bah super. Oui, merci à tous et puis passez une belle soirée et bonne réunion. Au revoir. Merci Nadine. Merci Nadine. Donc on va tout de suite enchaîner sur la première table ronde. Hein. Le sujet, donc, c'est briser l'omerta. C'est-à-dire que voilà, le sujet de libérer la parole, comment une victime ou comment quelqu'un qui est témoin puisse s'exprimer et faire connaître et mettre en sécurité ou être en sécurité si on est victime. Donc je reviens sur les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, hein, 327 signalements et seulement 5 concernant des personnes en situation de handicap. Comme je le disais, c'est la partie visible de l'iceberg et les 5 en lien avec le handicap, je pense que c'est un iceberg qui est encore beaucoup plus déséquilibré où ce qu'on voit est vraiment pas du tout relatif au nombre global. Donc, on va essayer de comprendre cette réalité et les obstacles qui sont tout particuliers sur ce public. Et pour ça, on a fait appel à l'Association contre les violences sur mineurs, la CVM. Et avant donc ainsi que la Fédération française de handisport. Mais avant ça, Fanny va vous montrer une vidéo. Donc moi, je suis malvoyant aujourd'hui. Le symptôme de ma malvoyance, c'est que j'y vois trouble. Et donc, après correction, j'ai 1 sur 10. Mes parents, en fait, m'ont élevé comme si j'avais pas de handicap. Il n'y avait pas de surprotection, il n'y avait pas non plus de déni de la malvoyance. Et je n'ai connu finalement handisport qu'à l'âge de 23 ans. Quand j'ai vu les Jeux paralympiques à la télé, il y avait un petit résumé un samedi, moi je regardais beaucoup le sport. Et ça a été le déclic. Donc l'année suivante, j'ai commencé à faire partie de l'équipe de France pendant 10 ans. Et ce qui m'a marqué, en tout cas, quand je suis arrivé dans cette équipe de France, parce qu'il y avait tous les types de handicap, c'est que les gens étaient gais, ils étaient joyeux. Le sport, pour moi, ça a été un élément primordial de mon enfance et de mon adolescence, surtout, où on se retrouve avec un handicap qui fait que on a des lunettes épaisses. À l'adolescence et à l'enfance, dans les cours de récréation, c'est pas facile. On peut avoir des colibris facilement. Et quand je suis arrivé à handisport, j'ai commencé à gagner au championnat d'Europe, mais aussi au championnat du monde, puis aux Jeux paralympiques à Barcelone. Je pense que le sport m'a donné cette confiance en moi. Par certains égards, finalement, j'avais certaines qualités. Les violences dans le monde parasportif, c'est un vaste sujet. Ce qui est une violence aujourd'hui, notamment des violences sexistes aujourd'hui, n'était pas considéré comme tel dans les années 70-80. On peut être agresseur, là où avant on était censé être amical dans les années 90. La prise de parole dans le monde parasportif, quand il y a une violence qui existe, donc quand il y a quelqu'un qui a été soumis à cette violence, finalement, quand on est handicapé, à un moment donné, on a besoin souvent d'autres personnes. Et donc, ces actes d'être soumis
à une toilette, d'être soumis à une aide pour se déplacer, être soumis à quelqu'un qui va nous couper la viande parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il est ancré en nous. Et donc, pour arriver à se dire, ben ça c'est une violence qui ne devrait pas être, c'est un attouchement qui ne devrait pas être, et c'est grave, il faut que j'en parle. Il y a ce côté un peu où on a déjà un handicap et on n'a pas envie de se rajouter une histoire dont on a un peu peur des conséquences parce qu'on va parler. Et quand on entraîne des personnes tous les jours, ben finalement, on commence à avoir une relation qui est intime de fait. Si on est sur un entraîneur qui a des déviances, c'est l'autoroute. Depuis quelques mois, quelques années, on dit à toutes les victimes, ce que tu as, puisque tu l'as ressenti, c'est que c'est vrai. Et je crois que c'est ce message qu'il faut arriver, qu'on doit arriver à faire passer à nos sportifs, c'est qu'à un moment donné, si tu considères qu'il s'est passé quelque chose qui ne t'a pas plu, ça devient une violence. Dans les formations qu'on peut retrouver, on aborde ce sujet-là. Et ce sujet-là, c'est toujours de se dire, on ne se met pas à la place d'une personne. La personne, si elle a besoin d'une aide, soit elle le verbalise, et si on la propose, on la propose. On s'arrête à ça. Donc oui, avant de guider un aveugle, on lui demande, est-ce que tu veux que je te guide? Le dispositif qui a été mis en place à la fédération, avec le bouton, avec le 119, Signal Sport, etc., c'est quelque chose qui est neuf aujourd'hui, qu'on est en train de mettre en toutes les formations pour le faire connaître. Je crois qu'il y a beaucoup de communication à avoir. Mais la relation à fille, j'ai évidemment pensé à ce genre de choses. J'étais pas inquiet quand elle allait faire du sport. C'était pas quelque chose qui était prégnant chez moi sur le fait qu'elle pouvait avoir des soucis. Par contre, j'ai toujours, que ce soit quand elle allait à l'école, quand elle en revenait, quand elle est allée chez sa nounou, etc., j'étais quand même vigilant à son comportement. Une fois que tous les dispositifs ont été mis en place et qu'aujourd'hui on reconnaît la violence sexiste et sexuelle, qu'on a annoncé à tout le monde qu'il n'y a pas de mauvais ressenti ou de bons ressentis, ben, il n'y a pas de mauvaises paroles ou de bonnes paroles. Donc il ne faut pas avoir peur de parler. Et donc aujourd'hui, moi le message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est de leur dire libérez votre parole et vous serez plus libre demain. Donc, je vais accueillir Christophe Carayon, qui est dans cette vidéo. Tu es le directeur national adjoint, technique national adjoint placé auprès de la Fédération française handisport. Explique-nous un petit peu, c'est quoi ton rôle dans la fédération et puis, qu'est-ce que tu veux exprimer ce soir et nous faire comprendre en plus du message que tu as passé dans cette vidéo? Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, mes missions, c'est d'être l'adjoint du DTN, c'est-à-dire de pouvoir le remplacer en cas de vacances de sa part, donc d'être un peu au courant de tous les dossiers. Et puis j'ai deux missions particulières qui sont la gestion du budget côté sport et également la gestion de tout ce qui est ressources humaines, toujours côté sport, parce que j'ai toujours eu une appétence pour les chiffres et pour la relation humaine, mais ça, voilà. Après, le message, au-delà du film que vous venez de voir, je pense que ce film, il a un an. Lorsqu'interview s'est faite, aujourd'hui, on a des chiffres et on s'aperçoit que lorsqu'on met des choses en place dans une structure comme la fédération, les résultats sont là. Pour vous donner une idée, sur les 2 années 2018-2019,
on a eu 6 cas à traiter en commission de discipline qui étaient sur des violences, mais aussi sur d'autres, sur des altercations. Il n'y avait pas que des violences sexistes là-dessus. Et de 6 en 23-24, on est passé, donc sur les 2 ans 23-24, on était déjà à 30. Sachant que tout ce qui a été mis en place à la fédération, ça s'est fait courant 2023. Donc on voit bien que si on met des choses en place, si on en parle, ce n'est pas vain. Et c'est aussi pour ça que je vous remercie déjà de m'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire et que je le fais chaque fois que je le peux. Et je remercie évidemment CVM d'avoir fait ce film parce que ça et d'avoir été aussi concis en 5 minutes alors qu'on s'est parlé toute une journée. Et je trouve que ça retrace bien finalement le parcours que tous on peut avoir, parce que au-delà du fait que je sois DTN aujourd'hui d'une fédération, j'ai été père, j'ai été sportif, j'ai été encadrant, enfin j'étais entraîneur, et donc voilà, j'ai un peu touché à tous ces niveaux-là, et j'ai vu l'évolution qu'il y avait entre aujourd'hui et il y a 30 ou 40 ans. Et je crois que c'est important aussi de prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui et des fois d'être vigilant à nos sentiments et à notre façon de juger les autres personnes qui, des fois, ont œuvré il y a 30 ou 40 ans avec des référents qui étaient très différents de 2025. Ouais, donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a 2 choses déjà. Les chiffres sont exponentiels. Alors, c'est une bonne chose. Ce que j'en retiens dans le message, c'est que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que on commence à comprendre et on permet aux victimes de s'exprimer. Donc, c'est sûr que c'est toujours compliqué de dire que des chiffres élevés sont une bonne chose. Mais en tout cas, c'est important de le dire. Et ces chiffres-là ne doivent pas nous faire peur et on doit continuer à œuvrer là-dessus pour que ça puisse continuer. J'en profite pour introduire Laurent Bonvalet, qui est juriste en liberté fondamentale. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ton parcours et puis compléter un petit peu sur ce que Christophe vient de dire? Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, super. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier évidemment le Cross Région Sud ou Grand Sud. Avant, c'était Cross PACA, je ne sais plus. Mais en tout cas, remercier tout le monde puisque c'est vrai que c'est le 5e webinaire depuis 2020, hein, donc juste après le MeToo dans le sport. Et c'est important de souligner la continuité des efforts du Cross, des efforts des services de l'État au niveau de la DAGES et des SDJES dans les 6 départements de la région, il faut le souligner, évidemment, le CREPS PACA à Aix-en-Provence, à Boulouris et à Antibes. Et mon parcours, en fait, c'était que, comme tu l'as dit, je suis juriste en liberté fondamentale, donc j'ai été 5 ans au défenseur des droits. Et puis, lorsqu'il y a eu le MeToo dans le sport, le ministère des Sports, la ministre des Sports de l'époque, Roxana Maracineanu, le 21 février 2020, lance la stratégie nationale de lutte contre les violences dans le sport. Il y a vraiment un avant, un après de cette stratégie, parce que là, elle mobilise l'ensemble du mouvement sportif et elle mobilise aussi en interministériel. Alors, c'est vrai qu'en parallèle, il y avait aussi le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui est un plan interministériel. Et en fait, finalement, ça s'est bien imbriqué. Et donc, on a une déléguée ministérielle qui est nommée. On a le Signal Sport qui est renforcé et qui va prendre beaucoup plus d'ampleur, mais je laisserai la deuxième table ronde en parler, Mona. Et puis, en prévention, donc j'ai été chargé de mission à l'époque sur l'éthique sportive et la prévention des violences. Et ça a consisté en fait à identifier à travers les signalements qui commençaient à être connus et beaucoup de signalements, c'est une déflagration à laquelle le mouvement sportif a dû, mais c'est pas vrai, je parle au passé, mais en fait doit toujours faire face. C'était d'identifier les types de violences qui étaient dénoncées, comment elles avaient pu survenir, comment elles avaient été appréhendées et comment elles étaient à l'époque traitées, et puis à partir de 2020, comment on pouvait les traiter.
il y a tout un dispositif qui a été lancé par le ministère des Sports, le contrôle d'honorabilité pour les professionnels et les bénévoles. Là, depuis ce mois-ci, l'affichage obligatoire du dispositif Signal Sport et des numéros d'urgence, le 119, le 3018, le 114 et le 3114. Et j'en profite aussi pour dire, tu l'as dit, je suis juriste, et en fait, la vidéo de Christophe le montre, pendant des années, le sport a considéré que certaines situations étaient soit tolérables, soit c'était pas du sport, soit on est dans un univers très performant, résistant à l'effort, dur à l'épreuve, dur à la douleur, et donc c'était pas son sujet. Mais sauf que ce qui a révélé le MeToo dans le sport, c'est qu'en fait, le sport était une zone de non-droit. Il vivait complètement dehors de la société. Christophe l'a souligné, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ce qui était acceptable ou vu comme de la convivialité, voire de l'affection, et aujourd'hui de l'agression. Mais déjà à l'époque, c'était de l'agression. Déjà à l'époque, c'était illégal. Donc on est aussi quand même sur des sujets de violence, de discrimination qui sont illégales. Et ça l'était déjà à l'époque. Christophe, dans le film, souligne qu'il n'était pas inquiet quand sa fille allait au sport, mais quand elle allait à l'école ou chez la nounou, il était un petit peu plus vigilant. On voit bien qu'en fait, on raisonne toujours par espace de vie ou qui est responsable. Est-ce que c'est l'école, c'est le périscolaire, c'est la petite enfance, c'est le médecin, c'est la colonie de vacances, c'est le sport. Mais à un moment donné, c'est toujours la même personne. Et donc, elle ne peut pas avoir moins de protection et moins de droits, quel que soit l'espace où on évolue. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est la culture de vigilance qu'il a fallu instiller. C'est la présomption de protection. C'est extrêmement important sur ces sujets-là de ne pas opposer par réflexe la présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que lorsqu'une victime se sent pas bien, et avant même de parler de violence, elle exprime une douleur. Et donc, ce qui doit s'enclencher, c'est une présomption de protection de la part des adultes qui l'encadrent. La protection, c'est-à-dire l'écouter et après l'orienter, mais aussi protéger l'ensemble de ses coéquipiers. Et après, les enquêtes, c'est d'où l'importance du signalement, les enquêtes vont s'enclencher. Et là, on pourra parler d'innocence, de culpabilité, etc. Mais c'est très important de parler de présomption de protection, de victime et pas de victime présumée. Et donc, on fait rentrer un petit peu le langage du droit commun dans le sport, parce qu'il a tendance, et encore maintenant, malgré les 5 années de travail sur la prévention des violences et le traitement des signalements, à avoir un réflexe de se rétrécir sur lui-même et de se dire oui, mais bon, on a fait l'article 40, ça c'est réglé, on a signalé au procureur, c'est réglé. Non, le mouvement sportif doit aussi engager ces procédures. Alors, ça veut dire aussi comprendre l'importance et les dangers auxquels les enfants sont confrontés. Et le dernier point, c'est que le sport, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de gestes répétitifs, c'est beaucoup d'habitudes, beaucoup de routines aussi et de rituels. Et c'est s'autoriser à réinterroger ces gestes, réinterroger ces habitudes, réinterroger ces rituels pour se dire, est-ce que en face de moi, il y a bien un consentement? Est-ce que je ne suis pas dans une situation qui est trop ambivalente, trop ambiguë? Est-ce que notre relation est bien un petit peu plus professionnalisée? Et c'est comme ça. Là, ce que tu en fait, ce que tu es en train d'exprimer, c'est pour les encadrants comment faire attention. Ce que Christophe dit dans le film, en tant que père, il était un peu plus attentif aux réactions. Là, ce que tu dis, c'est que les encadrants et le mouvement sportif dans son ensemble doivent être plus attentifs aux réactions des personnes. Je voulais revenir, Christophe, sur ce que tu disais dans le film, comme quoi un athlète handi, enfin un handicapé, si j'ai bien compris de manière un peu plus générale, avait, de par son handicap, de par certains des handicaps, une soumission, était obligé d'être aidé pour des actions du quotidien. Et donc, si j'ai bien perçu, c'est-à-dire que dans le sport, ils sont obligés
il y a obligatoirement des contacts avec les encadrants qui sont différents de ce qu'il pourrait y avoir dans une pratique plus classique. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à la libération de la parole des athlètes handi? Est-ce que c'est une réaction, c'est je suis habitué à me laisser faire, donc j'ai du mal à exprimer? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a il y a il y a toute la partie perte un peu d'autonomie, c'est-à-dire on a besoin des fois de quelqu'un, on l'a vu sur les images, qui étaient diffusées, c'était un moment d'entraînement où on voyait un sportif qui avait mis les mains sur les épaules d'une athlète, c'était pour la guider, pour lui donner le sens dans lequel elle devait courir pour faire du saut en longueur. Et donc ça, ce sont des gestes, c'est un peu comme avec les médecins, il y a des gestes qui sont professionnels et Laurent le disait tout à l'heure, il faut toujours interroger ces gestes. Mais donc l'athlète, il a d'une part certaines habitudes d'être touché. Il n'a pas nécessairement de référence de l'extérieur pour savoir si ces gestes sont normaux ou si on les lui a imposés comme normaux parce que soit il ne les voit pas, soit ce sont des actions qu'on ne voit pas tous les jours. Un sportif paraplégique, quand il faut faire un transfert, il faut l'attraper à bras le corps, il faut le déplacer, il faut le mettre dans un fauteuil. C'est compliqué pour lui d'avoir une référence. Et puis il y a cet acte qui est un acte finalement de soumission, c'est que l'athlète se laisse faire à un moment donné pour un geste qui se doit d'être professionnel. Et c'est ce dont parlait Laurent tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir une ambivalence et l'athlète, s'il doit parler, s'il pense que c'est pas bien, il faut qu'il passe ce côté de soumission. Ça veut dire qu'il va parler sur une personne qui l'aide, qui est en train de l'aider, au risque de la perdre. Et on n'a pas toujours des personnes qui peuvent nous aider à un moment donné, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Et ces sportifs aussi, ils ont le handicap, le handicap, c'est dans la vie, quel que soit le type de handicap, c'est un manque de temps. Enfin, c'est plein de petites galères de la vie de tous les jours parce que la société est faite plutôt pour les 80 ou 90% des autres personnes et pas nécessairement pour les personnes en situation de handicap. Et donc, aller se rajouter une galère à toutes ces petites galères, on s'aperçoit que les chiffres étaient par là. Il y a 5 signalements sur 327, si j'ai bien retenu les chiffres, alors qu'en même temps, quand les études qui ont été faites disent qu'il y a quasiment 2 fois plus de femmes handicapées qui sont victimes que des femmes valides, puisqu'il y a des études qui ont été faites sur les personnes handicapées. Et donc, il y a un peu ces deux perceptions qui font que la personne handicapée, au moment où elle est aidée dans le sport, elle va être guidée en se tenant au creux du coude, elle va être portée, elle va être touchée pour être mise dans le bon sens. Tout ça fait que c'est assez compliqué pour elle d'aller parler, de par ce qu'elle peut perdre, de par la galère que ça va engendrer, et de par le fait aussi qu'elle se pose la question de savoir si finalement cette aide elle est bienveillante ou si elle ne l'est pas. Et voilà. Donc c'est un peu ce que disait Laurent, c'est que globalement le monde sportif doit mettre en place des règles claires et précises professionnelles d'un encadrant, et d'autant plus quand on est sur des athlètes handi. Parce que j'ai vu passer là dans le fil de conversation, est-ce que on va aussi intégrer les handicaps invisibles? Mais pour moi c'est la même chose, même si on ne voit pas qu'il y a un handicap. L'encadrant doit être d'autant plus professionnel. Donc, c'est un encadrant particulier. Enfin, c'est une formation particulière qui est nécessaire. Je fais partie des handicaps invisibles parce que là, vous ne voyez que ma tête, mais je suis normalement constitué lorsqu'on me voit, mais néanmoins, des fois, j'ai besoin d'être guidé parce que dans un grand espace, je peux me perdre. Donc, je vais demander à quelqu'un de l'aide. Et donc, c'est cet acte de demander de l'aide, cette perte d'autonomie, qu'elle soit importante ou pas, c'est un acte de soumission.
Et l'acte de soumission, c'est ce qui déclenche souvent les actes de violence chez la personne qui est déviante, qui est en face. Donc, oui, le handicap invisible est concerné par ces violences et par cette difficulté de parler. Évidemment, c'est plus prégnant quand on est sur des handicaps qui sont complètement dépendants. Mais j'ai pas parlé de toilettes, j'ai pas parlé de choses comme ça. Pendant une compétition, lorsque vous avez des sportifs qui ont besoin d'infirmiers, de toilettes, ça veut dire qu'ils vont avoir des personnes qui ne sont pas les personnes qu'ils ont habituellement chez eux. Donc, ça va être des personnes étrangères, même si elles sont professionnelles, ça va être des personnes étrangères. C'est pas facile pour une personne pudique de se laisser aller à une autre personne et elle va être à un moment donné seule face à cette personne, parce qu'il y aura évidemment personne en témoin, et on peut se retrouver face à des actes qui sont difficilement qui sont difficiles déjà pour la personne et qui des fois ne va pas se rajouter à aller en parler. Elle se dit, ça va durer une semaine pendant le stage et puis voilà quoi. Ouais, ce que j'entends en fait, c'est que même si on ne parle pas de gens malveillants, il peut y avoir une méconnaissance des techniques pour accompagner. Il y a, comme tu le disais, c'est dans le film, tu le dis, hein, tu as pratiqué le sport tardivement, à haut niveau, et tu t'es rendu compte que tout le monde était heureux d'être là, et ça t'a permis, tu le dis à un moment en disant, j'ai peut-être quand même quelques qualités. Et donc, c'est aussi cette peur de perdre cette bouffée d'oxygène et voilà. Donc, entre ce que toi tu dis et Laurent dit, c'est que il y a à la fois toute une technique et une professionnalisation des encadrants et permettre aux athlètes et aux pratiquants d'être exigeants, de s'autoriser à être exigeants dans la prestation et dans l'accompagnement et l'aide qu'ils peuvent avoir. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Ouais, et je crois qu'elle a baissé la main parce qu'à mon avis, tu as dû répondre déjà à sa question. S'il y a besoin de poser des questions, n'hésitez pas. Le but aussi de ces tables rondes, c'est que ça rende le moment un peu plus interactif. Vous pouvez soit les mettre dans la conversation, soit lever la main. N'hésitez pas. Oui, là, c'était marqué que c'était délicat pour les formateurs. Ah bah, tu relèves la main, d'ailleurs. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Romain. Coucou à tous. Merci beaucoup. Oui, il y a le point invisible sur lequel je voulais revenir. D'ailleurs, j'ai repris la définition et j'ai mis la question dans le chat. C'est que, bon, je suis formatrice de cadre et il est compliqué, même moi en tant que formatrice et en tant qu'ancienne éducatrice sportive et éducatrice sportive, que lorsqu'il y a un handicap invisible, bah forcément, le mot est dedans, on ne le voit pas, quoi. Et pour le voir, parfois, il faut certaines compétences, voire beaucoup, voire un très grand nombre. Et si on n'est pas présensibilisé par des parents ou par des interlocuteurs qui nous donnent la température, nous, formateurs, lorsqu'on a des cadres sportifs, pour qu'ils soient présensibilisés comme il se doit à ce que disait très précisément Monsieur Carayon, Christophe, c'était on veut que nos futurs encadrants, qu'ils le sont déjà de cœur, leur donner quelques tips pour être attentifs à ce qu'ils ne voient pas. Mais paradoxalement, il leur faut des compétences. Et même moi, à 46 ans, je ne suis pas certaine d'en avoir, bien que je sais parfaitement ce qu'est la définition d'un handicap invisible, mais c'est juste parce que l'âge m'a donné un petit peu quelques matières pour mieux le comprendre. Pour autant, lorsqu'on a des cadres sportifs stagiaires en formation pour devenir entraîneurs qui ont entre 14, 15 et 16 ans, comment leur expliquer? Parce qu'on peut employer le terme de handicap et s'ils me demandent la définition, je crois, et il faut me contrarier et me contredire si je me trompe, les handicaps, invisibles ou pas, sont pas moins ou plus légitimes. Et donc, nous, en tant que formateurs, il faut qu'on soit à l'échelle et à la hauteur de la réponse et des questions qui vous risqueraient de nous poser parce qu'on va les inspirer. Merci beaucoup. Peut-être. Alors, oui. Excuse-moi, Chris, je me permets. En fait, je pense que ça se joue sur 3 registres. Le premier, c'est est-ce que l'athlète en situation de handicap ou pas d'ailleurs, mais en situation de handicap se sent suffisamment en confiance pour dire
qu'effectivement, il est peut-être en situation de handicap parce qu'il a besoin d'un aménagement. Parce qu'en fait, le handicap, c'est la situation qui crée l'obstacle et la différence de traitement qui va devoir exiger une adaptation. Pardon. Mais en elle-même, la personne n'est pas privée de ses compétences et de ses talents. En revanche, peut-être que, et dans le petit film, on voit différents athlètes, certains d'entre eux, dans la vie de tous les jours, dans leur profession en dehors du sport, n'ont pas dit qu'ils étaient en situation de handicap. Parce qu'il y a un regard discriminant, hein, très clairement, c'est pour ça. Donc il y a cette peur-là. En revanche, quand on a dans une pratique sportive où le corps est tellement exposé, évidemment que il faut aussi que l'encadrement puisse comprendre les besoins, non pas pour limiter sa pratique, mais au contraire pour adapter l'entraînement. La deuxième chose, indépendamment des handicaps visibles ou invisibles, c'est être attentif au comportement et à la relation qu'on peut nouer entre nous tous. S'autoriser à interroger l'athlète, savoir comment il va, et puis observer s'il a un changement de comportement. Et la plupart des victimes ne verbalisent pas nécessairement les violences qu'elles subissent. En revanche, le corps, lui, va les traduire. Et donc, c'est observer aussi son comportement. Est-ce qu'il s'isole? Est-ce qu'il vient en retard? Est-ce qu'au contraire, la pratique sportive est extrêmement importante pour lui? Je le dis parce qu'elle le témoigne publiquement, mais par exemple, Carole Robert, qui est une para-athlète dans le tennis de table, a subi des violences sexuelles quasiment de l'âge de 6 à 16 ans dans sa famille et par ses voisins. Et le sport était sa bouée de survie. Mais elle était dans un excès de sport. Et à aucun moment, ces différents éducateurs se sont interrogés pourquoi elle était aussi assidue, aussi surperformante. Angélique Cauchy le dit très bien, la meilleure année l'année où elle a fait les meilleurs scores au tennis, c'est l'année où elle allait le plus mal, où elle était agressée tous les jours. Donc, il y a aussi ces petits tips que vous souhaitez. À l'époque, il y a un guide qui existe toujours, qui a été actualisé en février 2023 sur justement la nature des violences et des discriminations dans le sport. Et c'est un vadémécum, le vadémécum sur les violences à caractère sexuel dans le sport, donc février 2023. Et donc, c'est surtout le comportement de la personne. De la même façon, est-ce qu'elle accepte ou pas qu'on la touche? Est-ce qu'elle accepte ou pas Christophe parlait du transfert de fauteuil, par exemple, ou de l'aidance. Par exemple, un athlète non-voyant qui court avec son aidant, est-ce qu'il accepte que telle personne s'attache à lui, etc. Donc, c'est ces petits signaux qui doivent alerter. Ça ne veut pas dire nécessairement que derrière, il y a des violences, mais en tout cas, ça peut traduire un mal-être. Ça, c'est certain. Et donc, c'est s'autoriser à poser la question, est-ce que tu vas bien? Et est-ce qu'à un moment donné, tu te sens en situation de violence? Est-ce que tu subis une violence? Et la troisième chose, c'est aussi ne pas rester seul avec ces questionnements. Souvent, on ne s'autorise pas à déjà s'interroger sur sa propre pratique et de dire aux jeunes encadrants, aux jeunes entraîneurs, interrogez-vous si en face, l'athlète, comment il le vit. Ça ne veut pas dire remettre en cause leur méthode d'entraînement, mais en même temps, c'est s'interroger pour progresser soi-même. Mais c'est aussi l'ensemble du staff. On veut réfléchir ensemble sur les méthodes d'entraînement, la prise en charge des athlètes qui nous expriment avoir besoin d'aménagement parce qu'il y a une situation de handicap. Et puis pour les autres qui n'expriment pas de situation de handicap, c'est observer les comportements et s'autoriser à en parler avec un autre éducateur, le club, pour savoir si quelles sont les ressources. Laurent, je rebondis sur ce que tu dis et après je passerai la parole. Mais Christophe, je voulais te demander, et notamment par rapport à tes missions, est-ce que vous préconisez justement de faire un bilan préalable quand un nouvel athlète ou quand un nouveau encadrant est censé intervenir par rapport au psyché? Parce que là, on parle de l'handicap invisible ou visible. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai mon beau-fils qui a de lourds handicaps, mais invisibles. Et il a une certaine autonomie, mais sa mère doit expliquer à ses différents encadrants, et surtout quand il change au travail,
que s'il réagit de telle manière, ça ça veut pas dire que voilà, il faut expliquer. Est-ce que vous mettez ça en place et est-ce qu'il y a ce checklist que je pourrais dire un peu vulgairement qui est mis en place? Alors nous évidemment, on a des formations pour les éducateurs. Et donc, pour répondre à la dame dont je n'ai pas vu le nom tout à l'heure, C'est pas grave. non, c'est pas grave, de toute façon, je ne pouvais pas le voir. Mais c'était de dire qu'il fallait pas non plus affoler les éducateurs. Un éducateur, pour moi, lorsqu'il entraîne des personnes, la meilleure des façons d'entraîner quelqu'un est de ne pas faire de, 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 j'ai pas le mot, mais je veux dire bêtise. Différence et distinction, peut-être. Non, mais Différence et distinction. c'était qu'il fasse pas de bêtises, mais que ce soit des valides ou pas, en l'occurrence, c'est Ah, ton micro est coupé. J'étais en train de dire que les bons éducateurs, ce sont des éducateurs qui individualisent l'entraînement, qui individualisent les gestes, qui individualisent les comportements. Donc, si la personne a un handicap invisible, comme le disait Laurent, s'il l'exprime, on en tient compte. S'il l'exprime pas, évidemment, on doit observer. Et puis, au-delà du caractère violent, c'est quand on demande aux éducateurs d'être interrogatifs sur leurs propres gestes, à un moment donné, voilà, si on observe une différence, on essaye de rentrer en contact évidemment avec la personne et surtout, ce que je disais dans le film, voilà, on lui demande toujours avant, s'il veut, on l'aide, s'il veut pas, on l'aide pas. On peut lui préconiser certaines choses. Et pour la seconde partie, qui était de savoir si nous, dans les formations, on travaille beaucoup là-dessus. On ne fait pas de checklist. Il y a tellement de types de handicaps différents, il y a tellement de notions pour quelqu'un qui va avoir la même perception visuelle que moi. Moi, c'est un handicap inné. Il y en a, ça va être un handicap acquis. Il y en a qui sont évolutifs ou pas. Il y en a qui le vivent bien ou pas en Non, fonction non, quand je parlais de du leur checklist, histoire. c'était pas par rapport au handicap, c'était par rapport à un certain nombre de questionnements. Tu sais, c'est un peu pour libérer la parole, on a un certain nombre de questionnements où il faut pas être trop intrusif, il faut Ah oui, voilà, d'accord. recevoir la parole. Tu Pardon. vois, là, c'était plus, est-ce qu'il n'y a pas justement de dire, voilà, dans l'exercice, un moment, le transfert, par exemple, tu vois. Est-ce qu'on ne doit pas demander avant, savoir comment la personne a réagi? Non, je préfère le faire tout seul. Ou enfin, toi, c'était plus dans ce sens-là. D'accord. Non, ça évidemment, c'est fait. D'autant qu'aujourd'hui, dans les formations, on a inclus des modules VSS. Et donc, ça évidemment, c'est pour ça que j'en parlais dans le film, le fait de demander toujours avant à quelqu'un de l'aide, mais c'est valable avec des valides. Hein. Enfin, suivant les situations, on n'aide pas quelqu'un sans lui demander. Oui, bien sûr qu'il y a toujours ces demandes préalables et effectivement, moi en tous les cas, quand je guide quelqu'un, oui, on va demander s'il veut prendre le coude ou l'épaule, si on va guider quelqu'un, si on doit le porter, même toucher son fauteuil, même si on veut pousser son fauteuil, même si on ne le touche pas, c'est une violence que d'un moment donné, Aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. déplacer quelqu'un sans lui demander son avis, quoi. Je veux dire, Oui, oui, tout à c'est pas fait. possible. Zahira, je suis désolé, mais il va falloir qu'on enchaîne et qu'on conclue pardon, sur cette table ronde. C'est très frustrant parce que je pense qu'on aurait pu encore échanger pendant 3 heures. Moi, ce que j'en ressors, c'est que euh, on a la libération de la parole elle est compliquée pour tout le monde, toutes les victimes. On l'a vu hier pour ceux qui étaient là à la rencontre à la formation à l'AMI-Prof, on s'en est rendu compte. Là, moi, ce que je vois, c'est que on est évidemment sur en plus un public particulier, comme tu dis, hein, il y a un fauteuil, on veut aider, mais en fait, la personne n'a pas envie qu'on la déplace sans lui demander son avis. Ça paraît évident, et pourtant, on peut trouver ça évident d'aider quelqu'un à se déplacer s'il a des difficultés. Donc, ça veut dire on n'est pas un club handisport classique, on n'est pas un encadrant et un cadre
avec des athlètes handi de la même manière qu'on l'est avec des athlètes, même si, j'ai bien compris, c'est un sujet de consentement et on revient toujours à la même chose, le consentement. C'est le plus important. Donc, tout est. Alors, je vais continuer à dire que les chiffres, c'est bien qu'ils soient plus importants. Là, je vous dis, bah, tout reste à faire. Donc oui, en tout cas, enfin vous, tous les deux, vous nous avez ouvert les yeux sur des sujets, des problématiques qui nous étaient pas venus à l'idée. Peut-être Merci en tout cas pour. juste un tout petit dernier mot. Ouais. Puisque notre première table ronde s'intitulait Briser l'omerta. Je pense que le fait qu'on soit tous là, l'omerta est brisée. En revanche, c'est comment la liberté de parole est créée dans un club pour l'ensemble des athlètes en situation de handicap ou pas, mais pour tous. Parce que avant de parler de libération de la parole, il faut aussi se sentir bien dans son club. Et ça veut dire aussi avoir des clubs accessibles. Écouter les besoins, c'est ce qu'a dit Christophe, écouter les besoins des athlètes. Individualiser la relation, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de jeunes. Attention à la trop grande convivialité entre un jeune qui parfois est mineur, un éducateur qui peut être mineur avec des plus jeunes. Certes, ils sont de la même génération, mais il faut professionnaliser son comportement, s'autoriser à interroger le consentement, ça a été très bien dit, et ensuite rendre les signalements et les enquêtes accessibles aussi. Parce que tout ce qui peut être fait pour la pratique sportive en termes d'accessibilité au plus grand nombre doit être fait aussi pour les signalements auprès du commissariat, auprès de Signal Sport, auprès de sa fédération, mais aussi tout le temps de l'enquête. Et ça, c'est vraiment important parce que pour mettre en confiance et libérer la parole, il faut qu'aussi on se dise, bah, je sais que si je signale ou que si mes parents signalent, ça portera ses fruits, je serai bien accompagné. Je vais enchaîner sur la deuxième table ronde. Je suis vraiment désolé. C'est très frustrant, y compris pour nous ici. Donc la deuxième table ronde, donc on va vous présenter des outils pour agir. Mona Pampel, cadre d'État, professeur de sport au ministère des Sports. Je te propose de te présenter, Mona. Ok, merci beaucoup Sacha et merci à Fanny, merci pour l'invitation pour intervenir ce soir et bravo pour l'organisation de ce type d'action. C'est très important effectivement pour aborder ces sujets et continuer les actions de prévention. Du coup, moi je travaille effectivement au ministère des Sports où je suis en charge de la prévention des violences et des discriminations. Donc voilà, j'ai travaillé avec Laurent il y a quelques années et maintenant avec mon collègue Julien, on travaille avec à la fois les fédérations, les établissements publics et les services déconcentrés donc du ministère des Sports pour mettre en place un certain nombre d'actions de prévention et de plans de façon à ce qu'on puisse, dans le meilleur des cas, avoir de moins en moins de cas de violence et continuer les actions de sensibilisation et de formation en direction des publics qui, comme vous le savez, sont très divers et variés dans le sport et nombreux. Et du coup, ça demande un travail collectif auquel vous participez. Donc voilà, pour ma présentation. Alors, tu seras pas seul, je te Tout rassure. à fait. Tu seras accompagné par Ami Nguyen, qui est conseillère technique nationale du ministère des Sports. Pareil, Ami, si tu veux bien te présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Merci également pour cette invitation. Moi, ça fait 2 ans que je suis à la FSGT et missionnée sur cette thématique-là, sur la prévention et l'ingénierie de formation sur les violences. J'ai été pendant à peu près toute ma vie à la Fédération française de ski en tant que cadre d'État, athlète, entraîneur indépendant. Donc voilà, j'ai aussi cette expérience-là et vous devez certainement lire les informations en ce moment. La Fédération de ski est un petit peu dans la tourmente ces derniers mois. Et voilà, donc le travail qu'on a amorcé avec Mona sera un des sujets de ce soir, mais je laisse Mona la primeur de la table ronde. Merci Ami. Alors le but effectivement c'est qu'on puisse vous présenter la stratégie de formation qu'on a construite ensemble avec Ami, avec un certain nombre de collègues qui sont représentatifs des 3 réseaux du ministère des Sports
juste en introduction, par rapport, je voulais revenir rapidement sur les chiffres qu'a présenté Fanny au début par rapport au signalement, parce que ça me semble important d'avoir ça en tête. Donc, effectivement, on avait 327 signalements recensés en fin mai 2025. Aujourd'hui, on est à plus de 700 signalements pour la seule année 2025 qui n'est pas encore terminée. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis la création de la cellule, donc qui a été créée fin 2019, on est à plus de 2400 signalements. Donc c'est exponentiel puisque là, du coup, on est à plus d'un quart, on va dire, du total des signalements sur la seule année 2025 qui n'est pas encore terminée. Donc voilà, c'est croissant et exponentiel et pour nous, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que la parole continue de se libérer et que ben, voilà, le fait qu'on ait des signalements, que les fédérations, les services déconcentrés de l'État, les établissements reçoivent des signalements, c'est évidemment une bonne chose. Peut-être quelques évolutions aussi. Au départ, on était beaucoup sur le spectre, on va dire, des violences sexuelles. Aujourd'hui, on est sur toute forme de violence. Donc, on reçoit aussi des signalements qui émanent enfin, en tout cas, qui font état de plusieurs types de violences, avec une part très importante aujourd'hui, alors toujours de violences sexuelles, mais aussi de violences psychologiques, de phénomènes de maltraitance à l'entraînement. Et donc, pourquoi je vous dis ça aussi par rapport à ce qu'on va vous dire après? Parce que c'est forcément des sujets que du coup, ben, on a besoin d'aborder aussi dans la formation. Parce qu'en fait, ben, quand on parle de violence psychologique, quand on parle d'entraîneurs ou d'entraîneuses qui hurlent par exemple sur leurs athlètes, qui tiennent des propos sur le poids et que du coup on a des victimes qui se retrouvent avec des traumatismes particulièrement violents et difficiles à vivre pour toute leur vie, et ben forcément on se doit de faire en sorte que ces comportements cessent et du coup de déconstruire en tout cas un certain nombre d'idées reçues en tout cas qui sont très nocives pour on va dire l'ensemble des personnes qu'on accueille dans le sport. Donc, je vais vous partager très rapidement. Juste, Mona, par Oui. rapport à ce que tu dis, Ouais. c'est aussi les premières étapes, parfois avant les violences sexuelles. Tout à fait. Ça fait aussi Ouais. partie de la stratégie. Ouais, Donc, c'est une ça peut être super remarque, voilà. effectivement. En fait, on parle d'un phénomène systémique hein, et d'un continuum de violence. Donc, parfois, ça peut s'arrêter, entre guillemets, à des violences psychologiques, mais souvent, c'est aussi juste le début parce que c'est la construction d'un mécanisme d'emprise. C'est comme ça que l'agresseur aussi va isoler sa victime, va agir sur elle. Et donc, effectivement, souvent, on n'a pas un seul type de violence. Et voilà, c'est un continuum. De même que, par exemple, sur les violences sexuelles, c'est souvent lié aussi aux violences sexistes, qu'on parle de violences de genre. Voilà, donc je reviendrai pas trop sur ce sujet parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais effectivement, c'est important de le préciser. Fanny, je n'ai plus la main pour présenter mon diapo, mais au pire, c'est pas grave, je peux faire sans si besoin. Ah bah super, parfait. Donc, je vais pas être trop longue parce que je veux surtout laisser la parole à Ami et puis à vous aussi si vous avez des questions après. Pour vous expliquer un peu le travail, d'où est-ce qu'il part, et ben en fait, vous le savez sans doute, mais depuis 2022, donc depuis la loi du 2 mars 2022, on a une obligation pour tous nos diplômes professionnels dans le champ du sport et de la jeunesse de mettre en place des contenus portant sur les violences et les discriminations, entre autres. Et donc, depuis cette loi, donc les organismes de formation ont été tenus justement de mettre en place des contenus, mais on n'a pas eu de cadre en fait qui précisait, par exemple, combien d'heures étaient attendues sur ces sujets-là. Quelle thématique est-ce qu'il fallait aborder? Et donc, nous, on s'est interrogé aussi un petit peu sur comment est-ce que les organismes de formation avaient mis ça en place. Par ailleurs, ça a dû également vous toucher directement. Vous savez que l'Agence nationale du sport a aussi conditionné ses aides à l'emploi cette année au suivi de formation sur ces sujets. Et du coup, nous, on s'est dit, plutôt que on continue un peu à faire des choses très intéressantes en termes de formation, chacun dans nos territoires respectifs, dans nos environnements respectifs, on sait aussi que c'est une difficulté d'être formé sur ces sujets, d'avoir des outils. Donc, on a eu un peu l'envie de mettre un peu nos forces en commun pour voir comment est-ce qu'on pouvait s'outiller collectivement, monter en compétences collectivement sur ces sujets. Donc là, rapidement, je vous présente juste Nous, on a transmis en fait un questionnaire à tous les organismes de formation il y a 1 an, fin 2024, parce qu'on voulait savoir justement comment est-ce qu'ils avaient mis en œuvre cette obligation, comment est-ce que concrètement, combien d'heures ils y passaient, qui est-ce qui intervenait, et surtout quels étaient leurs besoins, dans l'idée de se dire peut-être que nous, on a une plus-value, en tout cas, on a des choses à apporter aux organismes de formation. Donc là, vous avez juste le résultat de la question sur les besoins, et comme vous le voyez, ce qui est ressorti vraiment le plus,
c'était la nécessité d'avoir un cahier des charges qui précise justement les attendus, parce que si certains ou certaines d'entre vous sont formateurs et formatrices et que vous êtes peut-être certains le sont spécialisés de ces sujets, mais si vous ne l'êtes pas, ça peut être vite difficile de savoir précisément comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là devant des stagiaires en BPGEPS, en DEGEPS, même dans les formations fédérales, bien sûr. Et donc, vu qu'en plus, c'est des sujets qui évoluent, comme je vous le disais au début, on était beaucoup sur les violences sexuelles, maintenant on est sur toutes les formes de violence, on parle aussi des discriminations. Pour autant, les rubans pédagogiques qui ne sont pas extensibles à l'infini. Et en plus, on sait que c'est des sujets qui parfois peuvent être un peu négatifs, où on peut avoir un peu du mal à capter l'attention, on va dire, du public qui est devant nous. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Et ben voilà, en tout cas, il y avait ce besoin d'avoir un cahier des charges pour on va dire, définir un peu plus précisément ce qui a été attendu. Et après, les deux autres éléments qui ressortaient pas mal de cette question-là, c'était avoir des modules en ligne et des outils complémentaires, et le fait que, en fait, on manquait de personnes vraiment formées, en tout cas spécialisées, ou en tout cas qui avaient au moins suivi un minimum de formation pour aborder ces sujets, parce que on peut être quand même vite en difficulté. C'est pas un sujet anodin, c'est pas un sujet facile à aborder, et forcément, on peut ne pas être très à l'aise sans avoir un peu des outils au préalable pour aborder ces sujets. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, et Fanny, je veux bien que tu passes la diapo suivante, s'il te plaît, merci. En fait, on a plusieurs objectifs qui se sont un peu, on va dire, qui sont apparus devant nous vis-à-vis de ce questionnaire. Et puis, c'est aussi beaucoup d'échanges que on a pu avoir aussi avec des collègues en fédération, en établissement, en service déconcentré, en DRAGES notamment. Voilà, l'idée, ce qui ressortait un peu, c'était déjà de recenser les ressources existantes, parce que vous le savez, il y a beaucoup d'outils extrêmement qualitatifs qui ont été faits par plein d'acteurs et d'actrices différents. Et en fait, souvent, on se rend compte en discutant avec nous qu'on ne les connaît pas forcément, parce que si vous n'êtes pas dans le tel réseau, ou en tout cas que vous n'avez pas été destinataire de la communication sur cet outil spécifique, bon, vous passez à côté, et pour autant, ça pourrait être super utile pour vous ou pour un ou une de vos collègues. Donc voilà, il y avait ce besoin de se dire déjà, est-ce qu'on peut recenser, alors en se disant que c'est impossible de recenser tout ce qui existe, et ça serait pas forcément de toute façon intéressant, parce que après, plus il y a d'outils, plus ça peut paraître aussi, on peut s'y perdre. Mais en tout cas, déjà voir un peu quels sont les outils qui peuvent être partagés. Identifier aussi les outils qui sont complémentaires, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être manquants. Et là, je parle notamment du sujet de la relation athlète-entraîneur, sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui nous permet notamment d'aborder le sujet des violences psychologiques. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui existe là-dessus, je n'aurais pas la prétention de connaître tous les outils sur ce sujet, mais pour autant, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus nouveau, par exemple, que celui des violences sexuelles. Et donc, il y a en tout cas moins d'outils sur ce sujet. Donc là, on s'est dit que ça pouvait peut-être être intéressant de proposer des ressources par rapport à ça. Je vais parler aussi du sujet des LGBT-phobies. Là, pour le coup, ça a été vraiment très, très, cité de manière très importante dans le questionnaire. C'est un sujet qui n'est pas abordé. Donc, on s'est dit, peut-être c'est pareil. Et là, il y a peut-être un intérêt justement à parler de ces outils-là. Et enfin, voilà, l'idée de construire un réseau d'experts, justement, donc de comment est-ce qu'on fait monter en compétences les personnes qui interviennent en formation. Celles qui lui sont déjà compétentes, c'est très bien, mais celles qui peut-être auraient besoin justement d'être formées là, comment est-ce qu'on s'organise pour mettre ça en place. Et donc, je veux bien que tu passes la prochaine diapo. Merci beaucoup, Fanny. Comment ça s'est traduit, on va dire, de manière très concrète? On s'est lancé dans la création d'un cahier des charges. Donc là, on s'est réunis, on va dire, on a fait un petit groupe de travail avec des représentants de fédérations, de DRAGES, d'établissements publics, de CREPS, d'écoles nationales. On a mis aussi le CNOSF et le CPSF autour de la table, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec ces structures-là sur ces sujets-là. Et puis, il y a de l'intérêt aussi, encore une fois, à ce qu'on reste pas chacun dans notre coin, entre guillemets. On a travaillé avec la MIPROF, donc la mission interministérielle sur la protection des femmes contre les violences. Parce qu'elles ont créé un kit Lilia, et voilà, c'est une vraie ressource en termes de création de formation. Et donc là-dessus, voilà, on s'est mis autour de la table en se disant, entre personnes qui soit avons de l'expertise sur ces sujets, soit qui sont sur le terrain et qui du coup sont aussi en mesure de dire quels sont les besoins très concrètement des éducateurs et éducatrices sportifs, et de fait des formateurs et formatrices. Et donc, on a construit un cahier des charges. Je n'aurai pas le temps de vous le présenter en détail aujourd'hui, mais c'est un document qui sera communiqué dès qu'on pourra le faire, parce qu'on ne l'a pas encore communiqué officiellement à nos réseaux.
Très rapidement, il y a 5 modules. Il y a un module introductif qui nous permet un peu de commencer à questionner le sujet, à se questionner déjà sur sa propre pratique d'éducateur ou d'éducatrice, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ce métier, quelle a été mon expérience du sport, et mettre ça un peu commencer à le mettre en perspective avec les notions de violence, de discrimination. Ensuite, on a un module sur la partie violence où là, on va beaucoup se baser sur le kit de l'ami prof que je vous invite à aller voir si vous ne le connaissez pas encore. Il est téléchargeable sur le site Arrêtons les violences. Donc là, on va retrouver les éléments voilà, sur la stratégie de l'agresseur, l'accueil de la parole, la définition des violences, voilà, un peu le cadre que vous connaissez, je pense, pour beaucoup. Un module sur la partie posture, où là, on va vraiment travailler sur la relation, cette fameuse relation athlète-entraîneur. On va essayer de se questionner sur quelle posture est-ce que je peux avoir, comment est-ce que je peux transmettre mes connaissances, mes compétences pédagogiques sans pour autant avoir une relation de domination, on va dire, dans laquelle les sportifs et sportives n'ont pas la parole, par exemple. Un module sur la partie discrimination et genre, parce que c'est aussi des sujets qui sont liés, comme le disait Sacha, hein, c'est un continuum, donc c'est aussi important de les aborder dans ce cadre-là. Et un module sur la partie confiance en soi, estime de soi, parce que la volonté qu'on avait, c'était aussi de montrer que le rôle d'un éducateur ou d'une éducatrice sportive, en fait, il est très positif, et malgré ce qui peut justement transparaître parfois sur ces sujets, voilà, il y en a qui se sentent un peu visés parce qu'on parle beaucoup d'entraîneurs ou d'entraîneuses, par exemple, qui sont malheureusement parfois agresseurs ou agresseuses. Mais pour autant, la majorité d'entre eux, heureusement, n'ont pas cette posture-là. Et donc là, le but, c'était aussi de montrer que il y a beaucoup de compétences super importantes et super positives pour ces personnes-là. Et du coup, on voulait aussi inciter sur ce sujet-là. Donc voilà, ce cahier des charges, il a été fait. Du coup, le but, c'est qu'il puisse être partagé au plus grand nombre pour qu'en fait, les formations, il y en a déjà beaucoup qui répondent à l'ensemble de ces sujets. Et pour celles qui, par exemple, peut-être n'y répondraient pas en totalité, l'objectif, c'est que d'année en année, on puisse justement avoir des contenus qui soient de plus en plus harmonisés, uniformisés, et qu'on puisse aussi collectivement monter en compétence autour de ces sujets. Sur la partie recensement des outils, vu que c'était un objectif, on est en train de créer une plateforme justement pour centraliser ces outils-là, sur laquelle justement Amy après va présenter les super outils qu'elle a mis en place et qui du coup seront justement disponibles sur cette plateforme. L'objectif, nous, on s'est beaucoup inspiré des kits valeurs de la République et laïcité, si certains ou certaines d'entre vous ont déjà été formés là-dessus. L'objectif, c'est que voilà, on essaye d'outiller au maximum les formateurs et formatrices. Et du coup, la plateforme, elle est accessible après le suivi d'une formation qui permet en fait d'appréhender ces outils-là. Et voilà, et du coup, l'objectif, c'est qu'on puisse déployer justement de la formation, notamment avec nos établissements publics et le soutien et la coordination des DRAGES sur ces sujets et que voilà, ça puisse se déployer de cette manière-là. Elle n'est pas encore en ligne et pareil, on n'a pas encore communiqué en direction de nos réseaux, donc ça sera fait début 2026. Voilà, et donc du coup, ça sera vraiment notre outil pour avoir le lien avec nos formateurs et formatrices sur ces sujets-là. Et dernier point, et après je laisse la parole à Amy, l'objectif, une fois que tout ça est fait, c'est que en fait, tout ça puisse se déployer dans les territoires, dans les régions, parce que nous, au niveau national, au niveau du ministère, on n'a pas vocation et on ne pourra pas de toute façon former tout le monde. Et puis, ça ne serait pas intéressant parce qu'on a des super collègues, plein de très bons acteurs et actrices différents du sport dans tous les territoires. Donc, le but, c'est qu'on puisse arriver à déployer ça entre réseaux sur chaque territoire en fonction de déjà ce qui est déjà fait, parce que vraiment, pour moi, c'est très important. Le but, là, c'est pas du tout de tout révolutionner, c'est juste d'essayer justement de mettre du lien entre les super initiatives qui existent déjà et voilà, et de faire en sorte que du coup, on puisse aussi accroître la formation qui est mise en place, parce que comme je le disais au début, on a de plus en plus d'obligations, donc il y a aussi on va dire un nombre de personnes à former qui est quand même assez conséquent. Donc voilà, le but, c'est d'arriver à s'organiser de manière collective, en intelligence collective, on va dire, sur ces sujets. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce que je veux absolument laisser le temps à Amy. Donc Amy, je te laisse la main pour montrer tes super outils. Merci Monaou, là tu me mets la pression, là, super outil. Donc, en effet, comme Mona vous l'a dit tout à l'heure, enfin à l'instant plutôt, j'ai été confrontée, comme la plupart d'entre vous, à cette loi de 2022 où on avait obligation de former les éducateurs, mais aussi les BAFA. Et moi, c'est dans ce sens-là où j'ai été confrontée la première fois sur cette thématique où on devait, en tout cas par rapport à la formation, où je devais créer 2 jours de formation. Alors, vous êtes tous, peut-être que vous avez sûrement des expériences de formateurs et
quand on doit créer 14 heures de cours sur les VSS, il faut s'y mettre un petit peu en avance parce que il y a quelques heures de travail derrière l'ordinateur. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, je me suis dit que finalement, tous les formateurs comme moi, en tout cas tous les CTS, tous les collègues qui devaient mettre en place cette formation, avaient dû mettre autant de temps que moi pour créer ça et certains même ne pouvaient pas le faire par manque de temps parce qu'on a tous des missions par ailleurs. Et donc, je ne voulais pas que cette thématique soit mise de côté dans le ruban pédagogique par manque de temps. En tout cas, je ne voulais pas que ça soit une excuse, que le manque de temps soit une excuse pour dire allez, les VSS, ok, je fais une demi-heure, je balance une vidéo, on fait un petit débat dessus et on passe ça par-dessus l'épaule. Je voulais vraiment que ça soit que ça fasse partie intégrante de la formation des éducateurs, parce qu'on l'a vu sur les interventions précédentes, c'est vraiment un enfant. Moi, j'ai été athlète, j'ai plus vu mon entraîneur que mon propre père. Donc voilà, on passe énormément de temps et il faut que ces personnes-là soient formées. Et donc, c'est le but de ma présentation ce soir, c'est pas du tout de vous dire mes outils sont super, mais en tout cas, moi j'avais pour objectif de partager ces outils-là. Parce que je suis cadre d'État, je suis fonctionnaire, je suis foncièrement attaché au service public. Et l'idée, c'était que tout le monde soit sur un pied d'équité par rapport à la formation, en tout cas à cette formation sur les VSS. Et le travail que j'ai fait, il m'appartient en tant que créatrice, mais il appartient aussi à ma fédération et à l'État. Et en étant cadre d'État, ce travail, finalement, moi, je voulais le partager. Je ne voulais pas qu'il reste dans mon ordinateur à dormir juste entre moi et les stagiaires que j'avais en face, mais j'avais envie vraiment de le partager avec tous les collègues pour qu'ils gagnent du temps, en fait. Que tout le temps, moi, que j'ai pas perdu, mais que j'ai passé à faire ça, je voulais vraiment le partager avec mes collègues. Et voilà, je vais vous présenter donc une petite goutte de ce que j'ai fait. Dans ces gouttes, j'ai eu la chance donc de à des sports sur ce groupe de personnes sur le contenu. Et donc voilà, moi quand Mona m'a parlé de son ambition, on avait à peu près la même, c'était de partager. Donc je dis moi je te donne, on prends ce que tu veux sur mon outil, on travaille ensemble et voilà. Donc ce soir-là, je vais vous proposer de prendre votre téléphone de pas très loin, parce je vais vous montrer rapidement un outil que j'ai fait. C'est disponible sur les plateformes donc, que je vais vous présenter. Mais en tout cas, je l'ai imaginé de cette manière-là, c'est-à-dire vous allez avoir une fiche pour les formateurs et une fiche pour les stagiaires. Donc, quand on vient, par exemple, cliquer sur le brise-glace, sur le petit PowerPoint que je pourrais vous partager. Je pense que Fanny vous donnera mon adresse mail. Donc, si vous avez envie d'avoir le kit, il n'y a pas de problème. Je vous enverrai un transfert. Donc, voilà le brise-glace. Alors, pour gagner du temps, hop, je l'ai déjà ouvert. Le brise-glace, vous connaissez tous cette forme de carte. Donc, j'ai fait travailler un stagiaire que je paye pas très cher. C'est un IA. Enfin, on le paye assez cher au niveau écologique, mais voilà, c'est l'IA. J'ai demandé à l'IA de me créer des cartes pour pouvoir faire ce brise-glace. Alors, moi, je l'introduis avec 3 cartes. C'est prenez une carte qui vous correspond dans votre personnalité. Prenez une carte qui correspond au travail que vous faites dans votre métier et prenez une carte qui correspond à ce que représente pour vous la violence dans le sport. Donc voilà, une centaine de cartes. Donc là, je vous en présente juste une petite quinzaine.
Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la fiche stagiaire et de la fiche formateur. Et quand on parle de la fiche stagiaire, eh bien, ici, vous avez, si je ne l'ai pas ouvert, c'est pas top, je vais la reprendre ici, excusez-moi. Vous avez la fiche pédagogique. Donc, alors, excusez-moi pour la forme, hein, d'ailleurs, il n'y en a pas du tout. C'est juste sur du Excel. Par contre, quand vous aurez accès à la formation de formateur et du coup au contenu, eh bien, tout ça sera joliment présenté. Donc voilà, vous avez à chaque fois, pour chaque atelier, eh bien, une fiche pour les formateurs avec l'objectif pédagogique de l'atelier, comment on le présente, le choix des images, voilà, vous avez tout. Alors, on ne va pas tout lire, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous présenter comment vous pouvez déjà utiliser le petit outil. Ensuite, eh bien, moi, je me suis demandé, alors je suis quelqu'un si dans la pédagogie, on n'attire pas mon attention ou si voilà, je n'ai pas d'émotion, en tout cas, quand on me présente quelque chose, ben, on peut vite me perdre. Et quand j'ai fait beaucoup de formations sur les VSS, et à chaque fois, c'était un peu pour me faire entrer dans la tête les définitions. C'était un PowerPoint avec écrit le viol, voilà ce que c'est, acte avec pénétration, etc., etc., et ainsi de suite sur l'ensemble des violences. La présentation, je vous ai dit que je venais de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est une fédération qui s'appuie sur l'éducation populaire. C'est pour un sport populaire, pour que le plus grand nombre de personnes puissent pratiquer du sport. Et donc, je me suis inspirée de cette éducation populaire. Et donc, pour faire passer, en tout cas pour appréhender les définitions, eh bien, j'ai utilisé un petit jeu, alors c'est pas forcément un petit jeu, mais en tout cas un relier les situations aux faits. Donc j'ai mis ici des situations que Signal Sport m'a remonté, que moi ma propre expérience m'a remonté, que j'ai vu dans les médias. Par exemple, il m'a embrassé sur la bouche pour me féliciter de la victoire, Burke. Ça vous fait peut-être un petit appel sur cet entraîneur espagnol qui a embrassé sa joueuse après le match de foot. Et donc, demander aux stagiaires, mais pour vous, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est comme violence Et donc, je demande ça, je le distribue dès le début aux stagiaires. Et il relie les situations au terme. Et bien, à la fin de l'exercice, je leur reprends les feuilles, je leur demande au préalable d'écrire un petit signe distinctif pour qu'à la fin de la formation, je leur redonne ces fiches-là et ils font de l'autocorrection. Parce que la fédération est aussi dans laquelle j'évolue et sur l'autodétermination, l'auto-évaluation. Voilà, on a dans cette fédération, il y a cette culture pédagogique. Et donc, c'est les stagiaires qui vont s'auto-évaluer par rapport à tout le contenu qu'on a fait par ailleurs. Et ensuite, on faut corriger. Et alors maintenant, le formateur, là-dedans, quel contenu il a? Eh bien, hop, pardon, je dézoome. Donc ici, il a une fiche formateur où il y a écrit, voilà, il m'a embrassé sur la bouche, c'est une agression sexuelle, qui constitue une agression sexuelle autre que le viol, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que j'ai voulu, c'est que les collègues qui se saisissaient du kit pouvaient avoir c'est déjà un peu ces éléments qui l'évitaient d'aller chercher trop sur la toile les éléments de réponse et pour lui faire encore une fois gagner du temps. Ensuite, si je vais un petit peu plus loin, oui. Vas-y. Oui, pardon. Si je vais passer, on va pas tout regarder parce que je vois que l'heure qui tourne. Un petit outil, je vais vous demander de prendre votre téléphone et de scanner le QR code que vous voyez là. Voilà, on prend 30 secondes pour scanner et c'est donc c'est ce qu'on appelle la frise chronologique. Pendant que vous scannez, je vous explique en même temps.
en fait, pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui, en 2025, eh bien, c'est bien de savoir notre histoire. Et je l'ai pas inventé, hein, je l'ai piqué à la formation VRL. euh, Parce que pourquoi on en est à mettre des lois, pourquoi on en est à faire cette formation de formateurs? Eh bien, parce qu'à un moment donné, on a été, il y a notre histoire française qui est passée par là. Et donc, j'imagine que voilà, vous avez scanné tous le WooClap. Et normalement, vous pouvez associer une image avec une année. Donc, c'est des outils, ça, moi, que j'ai créé. Alors, celui-là, je l'ai créé en collaboration avec Cathy, Georges Maya et Mona. Donc, voilà, on peut s'amuser intelligemment, enfin, en tout cas, plutôt ludiquement, à associer des années à des images. Donc, après, on peut regarder les réponses, hein. Je vais vous les afficher, même si, parce que je voudrais laisser aussi du temps aux questions. Donc voilà, on a ici les réponses correctes où voilà, on a toutes les réponses qu'on peut afficher pour les stagiaires. Là, je vous ai mis un petit extrait plutôt light parce que il n'y a que 6 photos et le vrai WooClap que j'ai fait, il y en a 18. Vous pourrez, après, une fois que vous avez le kit, et ça sera inséré aussi dans la plateforme du ministère, eh bien, vous allez pouvoir imprimer les photos, le mettre sur un mur pour que j'allais dire les étudiants, mais non, les stagiaires puissent se bouger avec leurs images, les coller, etc. Voilà, faire quelque chose d'un peu plus mouvant, on va dire. Merci, Ami. Là, un petit... Ouais. Oui. Dis-moi, Juste, vas-y. je finis sur ce WooClap. Il est disponible sur Kahoot. C'est pas WooClap, pardon, sur Kahoot. Et vous pouvez aller, quand vous mettez VSS, je me protège, vous pouvez l'utiliser. Il a l'originalité d'être à la fois un questionnaire, mais aussi des slides qui sont insérés, qui vous donnent aussi des réponses par rapport aux questions qui sont données. Voilà, j'arrête Là, mon partage. je voulais te remercier et rappeler que c'est aussi l'intérêt d'un réseau quand vous avez des outils, des bonnes pratiques, de pouvoir en fait se les passer. Parce que on est souvent en train de chercher des moyens, du temps pour construire des outils, alors que parfois, souvent, ils existent déjà. Et là, Ami, bah, tu l'as très bien exprimé en souhaitant les partager. Donc voilà, pensez à Fanny, en tout cas dans notre réseau à nous. Fanny, c'est un peu la pierre angulaire qui sera capable de retransmettre tout ça. Il nous reste quelques secondes. Si je dis quelques minutes, ça va aller trop loin. Si vous avez des questions euh, sur ce qui vous a été présenté, n'hésitez pas. Oui, Ami, je trouve pas le Kahoot. Si tu as le Tu lien, écris peut-être pour le Ami mettre dans la Nguyen. conversation. Ouais, je le mettrai. Je vais le mettre. Merci. Sinon, j'ai répondu aux questions, j'ai 2 fautes. Ah, c'est pas mal de fautes sur 6. C'est la moyenne. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à l'utilisation de l'outil? Je vous rappelle qu'on avait Mona aussi qui est passée dans un premier temps de la table ronde 2 sur les outils. Une palette d'outils qui ne sont pas interactifs et les supports semblent attrayants et ludiques. Oui, je reprends juste le message, pardon, je bégaye dans le chat. Alors moi, pour avoir utilisé du coup l'outil d'Ami, en effet, il est brut, hein, il est pas coloré, il est pas comme certains peuvent avoir l'habitude, mais en fait, il est déjà par le contenu qu'il a dedans. Il n'y a pas besoin en fait de rajouter plus et il est progressif.
On n'arrive pas direct sur le truc super brutal, etc. Et il va être ludique parce que je crois, il me semble qu'il y a une course d'orientation aussi dedans. Ami, Ouais, alors ça date peut-être un peu si t'es... ouais, c'est ça. qui est assez sympa et du coup qui rend les choses plus vivantes. On peut les mettre en place et y passer du temps et se l'approprier aussi. Alors, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Je laisse peut-être la main à Sacha. Bah, il y a aussi Sophie Carrier qui a levé la main On a Nina Oui, Leroux. Ouais. et Nina non, non, Leroux aussi après. c'était le temps de retrouver comment j'allume mon micro. En fait, ça me fait du bien d'entendre tout ça parce que ça veut dire que on n'est pas seul dans notre coin. Et j'en suis à ma Xème formation et l'objectif, ça a toujours été de construire un réseau. Et c'est vrai que plus les formations se multiplient et plus le réseau s'agrandit, on va tous dans le même sens et je trouve ça super agréable et savoir qu'il y a déjà des outils créés, ben moi je me dis très égoïstement que ça va me permettre de gagner du temps, mais ça va me permettre aussi de pouvoir faire passer le message beaucoup plus facilement à certaines de mes collègues qui ont toujours une espèce de crainte quand on parle de dénoncer. Et ça c'est un mur auquel on se heurte très très régulièrement. Mais il faut pas dire parce que c'est le fils d'un tel, parce que sinon on pourra plus jouer si on perd un tel. Et tout ça, Parce que c'est pas ça peut. vrai ou c'est peut-être pas vrai. Enfin, il y a. Alors ça, j'ai pas encore eu, hein. Ouais. Jusqu'à présent, on m'a dit oui, 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 il n'y a pas de problème, on te suit à fond. Et puis au moment où on dit bon ben là, faut y aller, les gars. Ah ouais, mais là, tu te rends pas compte, en fait, c'est pas possible, quoi. On est en pleine saison, là, on est deuxième au classement, non, on peut pas se permettre. Comment ça, on peut pas se permettre, en fait? C'est-à-dire, tu vas continuer à faire subir des choses à des gamins, tout ça parce que tu veux pas prendre. Enfin, je suis désolé, hein, je vais le diagramme, mais tu veux pas porter tes couilles et mettre les pieds dans le plat et faire ce qu'il faut. Mm. Et là, ben, on me répond pas, ou on me regarde, l'air de dire ça y est, c'est encore elle, elle nous fait chier. Bah ouais, je fais chier, mais j'ai envie de continuer à faire chier parce qu'il y a des gamins derrière et que je lâcherai pas, quoi. Donc ouais, merci beaucoup parce que vous me faites beaucoup de bien ce soir. Merci à toi. Nina Leroux, on t'a pas donné la parole tout à l'heure. J'ai vu ta main se lever. Pas grave. Bonsoir, il Range-toi. n'y a pas de souci. Puis au final, il y a eu quelques éléments de réponse après. Justement, moi, la remarque tout à l'heure que je voulais faire, c'était justement sur quand on parlait de public handicap visible, invisible, etc. Et c'était peut-être de rattacher plus globalement à la question du repérage des publics vulnérables, qui englobe un prisme plus large. Mais du coup, vous y avez en partie répondu, Mona, en présentant aussi la stratégie que vous déployez sur le territoire national. Et justement, à ce sujet, j'ai deux questions. Je vais vite les poser. Une sur la partie sur le recensement des ressources existantes que vous cherchez que vous déployez, de savoir en gros si on a connaissance de ressources et qu'on veut se faire relais, voilà, est-ce qu'il y a une plateforme, sous quelle forme se met en place ce recueil de ressources au-delà des personnes qui participent directement à ces groupes de travail. Et la deuxième question, sauf erreur de ma part, c'est vrai qu'on a parlé du coup de la question des sensibilisations des acteurs du sport, donc de sensibilisation, donc des volets formation des entraîneurs notamment. J'entends aussi derrière peut-être la formation des dirigeants. Et je pense à ce qui me semble indispensable dans cette démarche-là, c'est aussi la sensibilisation des publics, parce que pour qu'il y ait effectivement alerte et à un moment, le fait de se sentir concerné et de repérer à un moment qu'on subit ces violences-là, et ça fait peut-être écho aussi au témoignage de tout départ, il y a la question de caractériser ces violences et donc auprès des publics, des athlètes directement, notamment les jeunes athlètes qui sont les grandes victimes de ces violences, et des familles. Voilà, donc de savoir s'il y avait des choses engagées en ce sens et si sur le recueil du coup de ressources existantes, vous envisagez aussi de vous intéresser peut-être aux outils qui pourraient s'adresser
à ces publics. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est très clair. Merci beaucoup, Nina, pour vos questions et vos remarques. Et merci, Sophie, aussi. C'est très important, effectivement, de se sentir épaulé sur ces sujets. C'est pas évident. Donc, je partage complètement le sentiment. Je vais essayer d'être rapide parce que je vois que l'heure tourne. Déjà, sur la notion de vulnérabilité, c'est hyper intéressant que vous la mentionniez. Et en fait, on l'a bien intégrée parce qu'on la trouve très intéressante pour justement englober la transversalité des publics, par exemple, sur la question du handicap, sur la question du genre, des discriminations. Enfin, c'est quoi être vulnérable, être mineur, par exemple. Enfin, voilà, bref, donc je ne vais pas développer, mais notion hyper intéressante qu'on a voulu intégrer pour justement avoir cette transversalité-là. Sur la question de la plateforme, en fait, l'idée, c'est que justement, une fois qu'elle va être créée, c'est un outil qui va être mouvant. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester figé, les ressources vont évoluer. Et en fait, l'objectif, c'est que, bien sûr, tout outil qui, par exemple, serait intéressant à partager sur la plateforme, on est très preneur et preneuse de pouvoir en avoir connaissance parce que, comme je le disais, c'est impossible de connaître tout ce qui est fait. Et c'est pas parce qu'un outil n'est pas référencé sur la plateforme qu'il n'est pas bien sûr. Parce qu'évidemment, après, on pourra pas non plus, je pense, tout mettre parce que sinon, comme je le disais au début, ça risque on risque de perdre un peu l'objectif si on est noyé un peu d'informations. Mais on est toujours hyper preneur et preneuse d'outils. Pareil, je pense que Fanny vous enverra mon contact, donc n'hésitez pas là-dessus à nous en informer, parce que donc soit on pourra le mettre sur la plateforme, soit nous, si on en a connaissance, on peut aussi s'en faire le relais, par exemple dans des échanges qu'on peut avoir aussi avec d'autres structures. Donc voilà, tout ça pour le coup, on est toujours très intéressés. Et après, sur la question des différents publics, ça fait aussi écho, je crois que c'était Sylvie Ducriabs qui parlait de ça, donc bien sûr, c'est aussi un enjeu. Nous, pour l'instant, le travail était assez conséquent et du coup, on a voulu d'abord cibler les formateurs et formatrices pour répondre en fait aux besoins croissants de former les éducateurs et éducatrices liés au contexte avec l'ANS, par exemple, et la formation initiale et continue. Donc, on s'est d'abord focalisé sur ce public-là, mais l'objectif, c'est qu'en fait, sur cette plateforme, eh ben, on puisse effectivement après la faire évoluer et mettre aussi à disposition les outils, on va dire, qui sont destinés aussi à d'autres types de publics. On a aussi, nous, nos collègues, par exemple, dans les services déconcentrés qui sont aussi intéressés pour avoir des outils sur la partie traitement des enquêtes, par exemple. Donc voilà, mais c'est un travail qui va s'échelonner sur plusieurs années parce que c'est quand même assez conséquent. Et juste pour finir là-dessus, sur les publics, nous, on a nos réseaux qui font quand même aussi en dehors de cette plateforme-là, on travaille avec, par exemple, nos fédérations, nos établissements, notamment, sur des plans de prévention. Et du coup, dans ces plans-là, on insiste pour qu'ils s'adressent à tous les publics qui sont accueillis, par exemple, en fédération ou en établissement. Sur, par exemple, les crêpes ou les écoles nationales, il y a beaucoup d'actions de prévention qui sont réalisées en direction des sportifs de haut niveau qui sont accueillis. On est d'accord que c'est une partie infime des sportifs parce que voilà, les sportifs de haut niveau, c'est vraiment une toute petite partie de l'ensemble des pratiquants. Mais juste pour vous dire, on a aussi cette action-là qui est loin d'être terminée, bien sûr. Mais voilà, elle se traduit aussi par l'action de nos fédérations, nos services déconcentrés sur des sessions de sensibilisation. Ce que fait par exemple le CROSS aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi des actions qui sont organisées en direction d'autres publics. Donc voilà, c'est pour ça que c'est collectif et que heureusement, parce que le travail est tellement conséquent qu'il y a besoin d'être beaucoup autour de la table, on va dire, pour arriver à faire en sorte que l'environnement sportif soit plus sain et sécurisé. Ouais. Merci pour vos présentations, merci pour les questions. Dans le chat, là, à un moment, j'ai vu, là, on reparle de former les entraîneurs, mais aussi d'informer les sportifs. Je reprends souvent cette image, hein, malheureusement, quelqu'un de malveillant qui est attiré par des jeunes personnes, naturellement, il ne va pas travailler dans un EHPAD. Donc, c'est aussi notre responsabilité au mouvement sportif que notre milieu ne soit pas propice à la prédation. Et donc, l'information, les échanges, le partage, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des victimes. Et en fait, on s'en rend compte hein, depuis tout à l'heure et sur les deux tables rondes, au-delà même, à un moment j'en ai parlé, au-delà même d'une personne malveillante, si on est formé et si on n'encadre que sur des sujets de compétition, on va forcément rater des choses. Et donc, c'est vraiment une vision à 360. Et plus on montrera qu'on est un milieu qui fait attention à ses pratiquants, à ses bénévoles, à l'ensemble des personnes qui vivent dans ce mouvement,
on deviendra un lieu qui ne sera pas propice au développement de la prédation et des prédateurs. Et ça va aussi, c'est les sujets de recevoir la parole. J'ai vu que dans le chat aussi, il y avait des sujets sur les violences sur Internet. C'est aussi un sujet, mais c'est aussi quand on devient réceptif au comportement de ces pratiquants, qu'on voit des changements, il faut essayer de les comprendre, il faut recevoir ces signes et recevoir la parole. Et ce n'est pas simple. On l'a vu en tout cas hier, mais voilà, ça fait partie de tous ces sujets et de toute cette transversalité. Sophie, je suis désolé, mais non, je suis obligé de vous couper parce qu'on a déjà Non, c'était juste débordé. pour savoir s'il y avait un texte qui obligeait à vérifier le casier judiciaire de tout éducateur qui se présente. Alors, ça a été un sujet hier par rapport à la carte professionnelle, mais ça, enfin, j'étais sur un atelier, Fanny n'y était pas. On pousse, et moi c'est le cas dans mes sports, à avoir des licences aussi pour les bénévoles, parce qu'on a des parents qui vont faire du covoiturage, on a des parents qui vont être là au bord Non, des mais terrains. ça on fait, mais on n'a pas de. Il y a personne qui nous a dit qu'on pouvait obliger la demande d'extrait de casier judiciaire. Mona, si, Alors ça, c'est le contrôle d'honorabilité. Donc pour toutes les personnes qui sont en contact avec des mineurs, enfin, c'est cadré dans la loi. Ouais. Et donc c'est aux fédérations de faire remonter en fait les données qui sont demandées pour ces publics-là. Bien sûr, c'est cadré parce que c'est des données très sensibles, donc on ne peut pas le faire auprès de n'importe quel public. Et justement, parfois, les parents accompagnateurs, s'ils n'ont pas de licence, ça pose problème parce que là, nous, le support juridique, c'est la licence. La licence et puis le contact avec les mineurs. Et donc, la loi, elle évolue en fait assez rapidement. Il y a la loi du mars 2024, par exemple, qui a permis d'étendre le périmètre du contrôle d'honorabilité, qui nous permet aujourd'hui notamment de contrôler tout ce qui est juge-arbitre, maître nageur sauveteur, enfin, surveillant de baignade. Voilà, donc en tout cas, la loi nous aide par rapport à ça. On essaye de cadrer au maximum. Il y a encore des trous dans la raquette, mais parce que, comme je vous le disais, vu que c'est des données sensibles, on ne peut pas encore non plus vérifier toutes les personnes qui pourraient, on va dire, être en contact, par exemple, avec des mineurs, mais on essaye vraiment de le cadrer au maximum, on va dire. Ok, super. Si je peux me Merci permettre, beaucoup. à la Fédération handisport, au-delà des licences cadres, on demande aujourd'hui aux clubs, lorsqu'ils valident les licences de leurs individus, de cocher une case lorsque les individus sont susceptibles d'être en contact avec des mineurs, notamment quand ils font, même de façon épisodique, des covoiturages ou des actes d'accompagnement sur une compétition, et on les fait passer au contrôle d'honorabilité comme toutes les licences cadres. Super, merci. Donc c'est vraiment à nous de nous structurer et à être sûr que les gens qui encadrent sont licenciés et donc sont contrôlés. Mais ça peut venir que de la base. Je voulais vraiment remercier Ami, Mona, Christophe. Alors Laurent a dû nous quitter, mais je le remercie quand même. Ce sera enregistré, donc il pourra le revoir. Merci à tous les participants. Je suis assez content de voir que quand on déborde, on continue à vouloir échanger. C'est que ça a été plutôt intéressant. C'est vrai qu'il faudrait qu'on en fasse plus qu'un par an, mais là, je crois que Fanny, elle va se liquéfier si je lui dis ça. Mais voilà, en tout cas, c'est une vraie satisfaction pour nous de vous avoir là autour de la table et devant vos écrans. Je vous remercie tous. Je remercie Fanny pour l'organisation, encore pour nos 4 participants et à l'ensemble des personnes qui se sont connectées ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je peux presque vous souhaiter un bon boudin et des bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on ne se reverra pas avant. Et merci encore à tous. Merci Sacha, merci Fanny, beaucoup. merci à Merci tout le à monde. tous. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci, au revoir.